priorité en France, c'était l'extrême droite. Nous appartient. Ce que les autorités administratives qualifient d'ultra-droite représente la deuxième menace terroriste sur le sol européen, après la menace djihadiste, selon le dernier rapport d'Europol sur le sujet. Et selon ce même rapport, publié en 2022, le pays qui est le plus touché est la France. De manière plus générale, dans notre pays, cette extrême droite radicale est à l'origine de nombreux faits de violence ces dernières années, au moins 300 selon l'historien Nicolas Lebourg, dont une tuerie raciste ayant fait 3 morts et 3 blessés en 2022. 4 heures plus tard, il ira abattre 3 personnes de la communauté kurde rue d'Anguin. En tout, une quinzaine d'attentats terroristes d'extrême droite ont été déjoués depuis 2017. Du côté de la justice, les chiffres sont éloquents et montrent une progression. Au 1er juillet 2024, il y avait 67 personnes écrouées pour des faits dits d'ultra-droite, dont 17 dans des affaires terroristes, alors qu'il n'y avait qu'une personne sous écrou terroriste d'ultra-droite fin 2015. Et ces violences ont lieu sur fond d'essor et de progression des groupuscules d'extrême droite, ce que Sébastien Bourdon qualifie d'extrême droite radicale. Ce journaliste, spécialiste de l'extrême droite, a publié une grande enquête qui permet de comprendre ce qu'il se passe sur notre territoire. Qui sont ces groupes exactement ? Quel rôle jouent-ils dans l'essor de ces violences ? Quelles sont leurs revendications, leurs stratégies, leurs différences et leurs points communs ? Comment s'organisent-ils ? Où et comment ? Quels sont leurs liens avec les partis politiques d'extrême droite comme le Rassemblement national ou Reconquête ? Aujourd'hui, on va essayer de décrire et de comprendre en détail le renouveau de l'extrême droite radicale dans ce nouvel entretien. Alors, le concept d'extrême droite radicale, c'est un concept qui a été forgé par l'historien Nicolas Lebourg, qui est un des co-auteurs de la définition que vous venez de lire. Et pourquoi est-ce qu'on ajoute radical à l'extrême droite ? Alors, ça ne veut pas dire que l'extrême droite n'est pas radicale, c'est pas ça l'idée, mais l'extrême droite radicale, en fait, c'est un sous-champ, un sous-courant de l'extrême droite, qui a notamment été incarné historiquement par le fascisme. Et l'idée, c'est que là où l'extrême droite classique, entre guillemets, souhaite une forme de reprise en main autoritaire de la société, du gouvernement et du pays et de la communauté, l'extrême droite radicale n'aspire pas simplement à ça, entre guillemets, mais aspire à autre chose, et notamment, surtout, à une révolution anthropologique, et donc à cette idée d'un homme nouveau. Et c'est là où on retrouve, en fait, l'héritage fasciste, néofasciste, du coup, au sein de En novembre 2023, après la fameuse tentative de descente raciste, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur à l'époque, a annoncé un chiffre de 1300 fichiers S qui appartiennent à ce que le ministère appelle l'ultra-droite. Donc ce serait un espèce de noyau dur les plus radicalisés de cette droite radicale. Mais il y a d'autres chiffres que vous donnez et qui sont liés aux résultats des élections européennes de 2019 qui laissent à penser que là, on ne serait pas près de 3000, mais plutôt 10 000 personnes qui appartiendraient à ces extrêmes droites radicales, parce qu'à l'époque, il y a 2 listes qui, pour le coup, sont clairement d'extrême droite radicale. Il y en a une qui est celle de la ligne claire, qui est dirigée par Renaud Camus, le fameux qui a théorisé le grand remplacement, qui est une théorie complotiste d'extrême droite, on le rappelle, et une autre baptisée liste de la Reconquête, qui est construite autour de Vincent Vauquelin, qui est un leader du parti groupusculaire Dissidence française. Bon, voilà, tout est dans le titre, qui est ouvertement fascisant. Et alors, ces partis-là, ils ont obtenu plus de 6000 voix, et vous dites, si on prend en compte l'abstention qui avoisine les 50% à l'époque, on peut arriver à peu près à 10 000 personnes. Et il y a un autre indice qui nous permet de penser que ces extrêmes droites radicales seraient quand même beaucoup plus nombreuses que 3000 personnes. C'est cette boucle Telegram qui s'appelle West Casual, qui compte 21 000 abonnés. Et vous vous rappelez que là, la dernière, elle date de 2023. Et qu'en fait, à chaque fois, elles sont supprimées, ces boucles Telegram, parce que c'est complètement illégal et c'est des appels à la violence. On est vraiment sur une très grande radicalité. Chaque fois, elles se recréent avec à peu près le même nombre de personnes. Donc il y a quand même un socle qui est assez solide. Alors c'est ça, sur les chiffres, le point c'est les chiffres des autorités, qui en gros, qu'est-ce qu'elles nous disent depuis des dizaines d'années, les autorités, les services de renseignement, la police, etc., nous disent que l'ultra-droite, c'est le terme qu'utilisent les autorités, on pourra peut-être revenir sur la définition plus tard, c'est en gros de 2500 à 3500 personnes, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les autorités nous disent que ce chiffre est stable, et donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas du phénomène et il n'y a pas d'augmentation du nombre de militants d'extrême droite radicale en France.
On a en effet un certain nombre de capteurs qui permettent non pas forcément d'avoir un autre chiffre, qui serait plus précis que celui des autorités, mais qui permettent en tout cas à minima de laisser penser, de voir que le chiffre des autorités, pour un certain nombre de raisons, n'apparaît plus comme étant très crédible. Vous l'avez dit, on a le... C'est ça. Alors donc, en termes de stratégie et de communication, là où le GUD a assumé sa violence, commence à dire non, on n'est pas violent. C'est assez intéressant d'ailleurs à posteriori de réécouter leurs interviews ou de voir leurs textes. Ils expliquent très calmement aux journalistes et d'un coup, ils veulent bien parler aux journalistes à l'époque. Ils expliquent qu'ils sont ni de droite, ni d'extrême droite, qu'ils sont pas racistes, qu'ils sont simplement pour la défense des bons petits Français. Et évidemment, vous l'avez dit à travers ces citations, leur discours social, pseudo-social, est évidemment adossé à une rhétorique xénophobe. En gros, c'est cette idée que les Français en de souche, pour reprendre leur terminologie, seraient délaissés par l'État au profit des immigrés, des étrangers. Ça, c'est la façade, c'est la communication, et c'est là qu'il y a un changement. Dans les faits, derrière cette façade, le fait est que le recours à la violence, et notamment des agressions racistes, entre autres, ça continue d'être monnaie courante, et dans la foulée de l'implantation du bastion social ou des bastions sociales dans différentes villes de France, parfois le soir même de l'inauguration de leurs locaux, il y a tout un tas d'agressions. Donc quand on parle d'agression, on parle de passage à tabac extrêmement violent. Je vous donnais plein d'exemples dans le livre, j'en cite juste un. En mars 2018, il y a 6 étudiants qui sont tabassés par une vingtaine de membres de bastion social, et il y a toute une liste d'affaires judiciaires. C'est pour ça que je disais, il y a quand même un rapport à la violence qui est très particulier, c'est que s'ils ne la revendiquent pas, de facto, tous ces mouvements vont avoir des conséquences violentes, et il va y avoir des personnes qui vont être condamnées. Tout ça, ça va évidemment poser un problème à l'ordre public. Il va y avoir dans toutes les villes qu'on a citées des associations, des élus locaux qui vont s'opposer à ce qu'ils puissent avoir leurs locaux, qui vont s'opposer à ces mouvements. Et en parallèle, en 2018, il y a un mouvement qui s'appelle les Zouaves Paris qui va être créé et qui est lui aussi un mouvement d'extrême droite radicale. Tout à fait. Alors les Zouaves Paris, c'est une structure, un groupuscule, un groupe informel, qui est lui aussi héritier du GUD, mais qui est héritier de la branche parisienne du GUD, entre autres. Pour le coup, là où, en gros, je l'ai dit, le GUD essaie de s'institutionnaliser et devient le bastion social, les militants parisiens, eux, cette stratégie et ce vernis social les intéresse pas, et eux, pour le coup, ils continuent, en fait, dans la plus pure tradition gudarde, à revendiquer la stratégie du coup de poing, la violence, comme étant un moyen d'action. Et les Zouaves Paris vont beaucoup faire parler d'eux. On a un sorte d'embryon d'interface, c'est le terme qu'ils utilisent eux-mêmes. En gros, cette idée que l'extrême droite radicale est certes divisée en différentes chapelles, avec un certain nombre de dissensions, de désaccords, mais cette idée que pour la violence et pour le passage à l'acte violent, ils sont tous d'accord, et donc il vaut mieux se prêter main forte et se mobiliser ensemble, conjointement, face à leurs ennemis. Quand même, puisque vous l'avez dit, certains sont plus néo-nazis que d'autres. C'est pas l'antisémitisme, c'est pas ce qui est la priorité, encore une fois très guillemets, aujourd'hui. Mais il y a cette référence permanente au Troisième Reich qu'on retrouve jusque parfois dans les rangs du Rassemblement national. On va voir un peu plus tard les liens entre les partis et ces mouvances-là. Mais vous décrivez qu'il y a beaucoup dans tous ces mouvances-là d'insignes, de bibelots nazis qui sont retrouvés. Il y a des références en permanence au nazisme. Souvent, on nous dit que c'est nous qui faisons la comparaison, nous journalistes, avec les années 30, mais c'est eux qui la font. Et souvent, c'est eux qui s'en inspirent. Pourquoi est-ce que cet imaginaire du Troisième Reich séduit encore aussi fortement aujourd'hui ces militants-là? Alors, en effet, la question du Troisième Reich, elle est vraiment importante dans l'imaginaire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très concrètement, je l'évoquais en début d'interview, dans les dossiers judiciaires. Quand il y a des perquisitions chez un certain nombre de ces militants dans différentes affaires judiciaires, et ben les policiers, ils relèvent un certain nombre de livres, entre autres, ou de bibelots, qu'ils retrouvent chez les personnes. Il y a quelques auteurs qui reviennent de façon absolument, quasiment récurrente, qui sont pas les auteurs connus du grand public, mais il y en a deux. Un premier qui s'appelle Saint-Loup, c'est un pseudonyme, et un deuxième qui s'appelle Jean Mabir. Ces deux auteurs ont en commun d'avoir beaucoup écrit sur la Waffen-SS et entre autres sur les SS français, la division Charlemagne, entre autres, qui étaient donc des volontaires français qui ont combattu dans les rangs de la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a dans les textes de ces auteurs, qui sont tous les deux des auteurs d'extrême droite, Saint-Loup est lui-même un ancien SS français, en fait une glorification, une mythification totale du combat de la SS et notamment des SS français. C'est des livres qui sont assez bien écrit, de façon assez déconcertante, mais il y a un côté très chevaleresque, une sorte d'aventure, et on en oublie dans ces livres qui, encore une fois, glorifient ce combat-là,
de quel combat il s'agit. On a l'impression que c'est une sorte d'épopée guerrière d'hommes qui luttent pour un idéal, on ne sait pas trop lequel, mais un idéal plein de beauté pour une sorte d'Europe forte, rajeunie, renouvelée, bref, une vision totalement alignée avec la propagande du Troisième Reich, de ce que serait le nazisme. Et le fait est que cet imaginaire séduit un certain nombre de militants de l'extrême droite radicale dans cette idée, dans cette perception qu'ils ont encore, et ça aussi ça peut paraître un peu contre-intuitif. On a tendance à dire, et c'est vrai, que on a une diffusion des idées de l'extrême droite et de l'extrême droite radicale dans la société, dans les discours publics, etc. Eux-mêmes constatent pas forcément ça, ou en tout cas se considèrent toujours comme étant un peu en marge, à rebours. Active Club, alors ça c'est très récent. Qu'est-ce que c'est que l'Active Club? De manière générale, quel est le rôle du corps et la vision du corps dans ces mouvances des extrêmes droites radicales? Alors, l'Active Club, c'est un réseau transnational qui vient des États-Unis, et le principe en termes de vitrine, c'est d'avoir des clubs de sport nationalistes, c'est comme ça qu'ils se présentent, et en gros l'idée c'est de dire à des jeunes hommes, si ce n'est parfois très jeunes, viens le vendredi soir dans le parc de la ville, on va faire de la boxe ensemble, on va faire du sport, c'est bien, tu vas faire du sport, un esprit sain dans un corps sain, et par ailleurs tu vas te faire des copains, et donc c'est quelque chose de très positif, oui, en tout cas tel que c'est vendu sur le papier. Le fait est que l'Active Club aux États-Unis, et ça est essaimé partout en Europe notamment, et entre autres en France, où c'est particulièrement efficace, c'est un réseau qui, aux États-Unis, est très lié aux sphères suprémacistes blanches, aux anciennes scènes skinhead qui perdurent encore aux États-Unis. Et donc, en France, c'est également très lié à différents réseaux de l'extrême droite radicale. Et donc, en fait, les pionniers ou les personnes à la manœuvre dans la création de ces groupes de sport, entre guillemets, sont eux-mêmes des militants d'extrême droite radicale, qui donc, à travers le sport, vont s'adresser à des jeunes hommes et vont recruter ces jeunes hommes, vont les rencontrer en leur disant « viens faire de la boxe avec nous », et à travers ça, on a des formes de politisation, si ce n'est d'endoctrinement, vers des idées d'extrême droite radicale. Has a few common beliefs with us, and just sees this and it's like, okay, I got a jump name, it's look too good, I want to be part of something and I'm coming. Et donc, on va répondre à des problématiques, au mal-être d'un certain nombre de jeunes hommes, parfois des adolescents, si ce n'est de jeunes adolescents. On le voit sur les photos, c'est assez marquant, mais il y a des photos de l'Active Club où du coup, ils se prennent en photo en train de faire du sport. Il y en a un certain nombre qui sont torse nu, qui ont très clairement des physiques d'adolescents, si ce n'est des physiques enfantins. Donc, c'est difficile de dire, évidemment, l'âge de chacun, mais on le voit dans un certain nombre d'affaires judiciaires, quand il y a des interpellations, on a une forme de rajeunissement des militants d'extrême droite. Mais donc, cette question, en effet, de la virilité, de la question du culte, du sport, etc., du culte du corps, est un vecteur de recrutement assez important. Du côté du Rassemblement national, on en a également un certain nombre de cadres qui ont tenté de se recycler, mais surtout la vraie nouveauté de ces dernières années, en ce qui concerne les liens historiques entre l'extrême droite radicale et le Rassemblement national, c'est les succès électoraux du RN. En 2022 puis 2024, le Rassemblement national a augmenté très largement son nombre de députés à l'Assemblée nationale, également au Parlement européen. Mais si on se concentre sur l'Assemblée nationale, on a à peu près 120 députés liés au RN maintenant, en comptant les députés alliés ciotistes. Qui dit 120 députés environ, dit le même nombre fois 3 ou 4 d'attachés parlementaires. Tous les députés ont des attachés parlementaires, ils en ont 3 ou 4, et ces attachés parlementaires, il faut bien les recruter. Et où est-ce que vont recruter les députés RN leurs attachés parlementaires? Ils vont notamment les recruter dans ces groupuscules d'extrême droite radicale. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes formés, pour un certain nombre d'entre eux qui font des études supérieures, qui ont globalement un bagage idéologique commun avec le RN, et surtout c'est des jeunes qui ont une expérience militante, qui savent rédiger des communiqués, qui savent tracter, qui savent coller des affiches, qui savent répondre à des journalistes, etc. Et donc vous êtes jeune député RN, vous cherchez des petites mains que vous pouvez payer pas trop cher et qui en gros feront correctement le travail pour vous, et ben c'est là que vous allez les chercher, dans ces groupuscules, et entre autres également, et même si tout ça est très lié, en direction d'un syndicat étudiant qui a été lancé il y a quelques années, la cocarde étudiante, qui en l'espace de quelques années a pris beaucoup de place et implanté dans différentes facultés en France. C'est le syndicat étudiant préféré du Rassemblement national, c'est même un vivier de recrutement pour le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais derrière une image d'organisation patriote et lisse, on retrouve des militants radicaux et violents qui jouent les gros bras en manif. Ce syndicat, c'est la cocarde étudiante. Et donc, il y a beaucoup de cadres de ce syndicat étudiant, de la cocarde étudiante, qui sont devenus soit des attachés parlementaires, soit maintenant, pour un certain nombre d'entre eux, des députés RN. Et qui est pour vous un syndicat d'extrême droite radicale?
Tout à fait, c'est un syndicat d'extrême droite qui a des liens très importants avec différents groupuscules d'extrême droite radicale. Il y a des militants de la cocarde qui ont une forme de double étiquette, quoi, et qui la journée vont distribuer des tracts pour la cocarde devant je ne sais quelle université, et la nuit ou le soir vont faire des actions violentes avec des militants et avec d'autres groupes d'extrême droite radicale. Et tout ce que vous venez de dire, je tiens à dire que c'est vraiment écrit dans le livre avec les sources. Tout ça est sorti dans la presse, tout ça est totalement public, et c'est vrai que c'est assez vertigineux de constater à quel point le Rassemblement national continue à prétendre n'avoir aucun lien avec ces extrêmes droites radicales-là, alors que c'est documenté. Une autre passerelle entre le RN dédiabolisé et l'extrême droite radicale est quelque chose de très traçable et de très économique, qui est la galaxie entrepreneuriale de la GUT Connection. C'est comme ça que vous l'appelez. Parce que comme vous l'avez dit sur les attachés parlementaires, ils ont des problèmes en fait à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Eh bien, ils vont notamment sous-traiter leur communication. Le parti, officiellement, le Rassemblement national, va sous-traiter sa communication à plusieurs entreprises depuis des années, dont Riwal. Riwal Communication, c'est une société montée par Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, deux amis intimes de Marine Le Pen. Cette entreprise est aussi le principal prestataire de sa campagne de 2012. Politique et unanime. Et alors, ces trois entreprises sont liées à des vieux briscards de ces mouvements de politique, d'extrême droite radicale qui sont encore influents, comme par exemple Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, qu'on avait vu d'ailleurs dans une de ces fameuses manifestations néo-nazis. Donc ça, c'est un lien extrêmement matériel, extrêmement traçable entre le Rassemblement national et cette extrême droite radicale. C'est ça. Alors, la GUT Connection, c'est en effet donc un certain nombre d'entreprises qui sont liées, entre autres, à ces deux noms, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon. Qui sont ces deux hommes? Ces deux ex-militants cadres du GUD des années 90 à Paris, qui ont connu Marine Le Pen à l'époque et qui étaient en gros des copains à l'époque de l'université, sur les bancs de l'université à Assas, avec Marine Le Pen. Dans les années 90, ils ont été militants au GUD. Ils ont été impliqués dans tout un tas d'affaires autour du GUD, notamment Frédéric Chatillon était présent cette fameuse manifestation de 94 qui a donné lieu à la mort de Sébastien Desieux, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et plus récemment en effet Axel Lousteau en 2023, si mes souvenirs sont bons, était de nouveau présent à ce défilé du C9M avec son fils qui menait le défilé. On voit bien, encore une fois, la reproduction sociale dont on parlait tout à l'heure. La GUT Connection, il y a eu tout un tas d'enquêtes journalistiques qui ont été menées ces dernières années autour de ces entreprises-là, notamment par Mediapart il y a un certain nombre d'années. Et en gros, c'est donc des sociétés qui travaillent dans le secteur de la communication, qui sont dirigées ou qui sont détenus par ces personnes-là et qui sont des sous-traitants du RN, qui ont été impliqués dans un certain nombre d'affaires judiciaires, de détournement d'argent public, notamment l'affaire des kits de campagne qui date d'il y a un certain nombre d'années, de la moitié des années 2010, et encore très récemment, plusieurs de ces entreprises liées toujours à ces figures étaient des prestataires pour le groupe au Parlement européen dont fait partie le RN. Et pour un exemple encore plus récent, ça avait été révélé par le média La Lettre. Marc de Crèval-Meunier, qu'on évoquait tout à l'heure, donc un des militants de l'extrême droite radicale et de la nouvelle génération, les plus influents, les plus en vue, impliqués dans tout un tas d'affaires judiciaires, a été recruté par l'entremise d'une des entreprises de la GUT Connection pour assurer la sécurité sur une île privée détenue par Vincent Bolloré au large de la Bretagne. Donc on voit également des formes de ramifications et un exemple, certes un peu anecdotique, mais qui quand même en dit long sur les liens qui existent encore entre ces entreprises sous-traitantes du RN et la jeune génération, puisque ces entreprises emploient à différents postes, Marc de Crèval-Meunier pour la sécurité, mais d'autres militants pour la communication. Comment se fait-il, quand on a des liens qui sont quand même aussi documentés entre un parti qui prétend accéder au pouvoir, à la présidence et des mouvances d'extrême droite radicale, comment se fait-il que ça ne leur soit pas rappelé en permanence en fait sur les plateaux de télévision, qu'ils aient pas, on a l'impression pas vraiment de compte à rendre. Pourtant, on étudie vraiment beaucoup ces questions-là d'extrême droite à Blast, mais là vous en faites quand même une compilation dans le dernier chapitre où on réalise que c'est quand même assez vertigineux. Alors, ça leur est rappelé un certain nombre de fois. En revanche, ce qu'opposent en général les réponses, disons, des cadres du Rassemblement national, sont très souvent d'une malhonnêteté assez flagrante. Marine Le Pen qui assure qui a assuré encore récemment, les dernières fois que ça a fait polémique, en gros avoir coupé toute relation, ne plus avoir de lien avec ces entreprises de la GUT Connection et ces figures de Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, et jusque
très récemment encore, leurs entreprises étaient le principal prestataire du groupe du Rassemblement national au Parlement européen. De la même façon, Jordan Bardella, qui a assuré, a dit beaucoup de mal, soi-disant du GUD ces dernières années, et notamment quand ces derniers défilés du CNFM avaient fait polémique. Jordan Bardella était en couple un certain temps avec l'une des filles de Frédéric Chatillon. Bref, ils connaissent tout à fait ces personnes-là. Ils ont beau dire le contraire, c'est documenté régulièrement par différents médias, et ces entreprises-là, jusqu'à preuve du contraire, y compris ces toutes dernières années, restent très liées à la galaxie du RN. Bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Sébastien Bourdon d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre Drapeau noir, jeunesse blanche, enquête sur le renouveau de l'extrême droite radicale est disponible aux éditions du Seuil. C'est un sujet particulièrement délicat que nous avons abordé aujourd'hui, qui nous vaudra sans